3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché en cette période de rentrée. Nous accueillons Stéphane Prévost, directeur général de la Financière Responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Éric Venel de nous accompagner également. Bonsoir Éric. Bonsoir. Directeur général de Montbleu Finance. Et Xavier de Buren avec nous également ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes directeur général adjoint d'Inocap Gestion. Comment allez-vous? C'est un peu la question de rentrée. Non mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé du point de vue des marchés depuis la dernière fois qu'on s'est vu? L'idée de cette rentrée, c'est quand même l'idée que, au moins aux États-Unis, économie leader, on a franchi le pic de croissance, ça y est, le gros de l'accélération est passé, qu'on est dans une phase de normalisation, de modération de la croissance. Bon, est-ce que c'est le genre d'inflexion macroéconomique qui peut avoir des conséquences sur les marchés et peut-être même que les marchés ont déjà intégré cette idée-là. Qu'est-ce que vous retenez des éléments de marché de cette rentrée, Stéphane? Déjà, l'été a confirmé à travers les résultats des entreprises que la reprise était forte, elle était présente et elle a vraiment permis globalement aux indices et aux constituants, aux valeurs cotées, d'afficher des résultats d'une qualité assez incroyable, que ce soit en progression de chiffre d'affaires comme en rentabilité. Donc la reprise est là, ça a consolidé, ça a permis au marché de s'installer sur un palier. Au-delà des 20%, vers les 20% de progression depuis le début de l'année. Et puis, moi, je retiens qu'il ne s'est pas passé grand-chose d'autre durant l'été, hormis le rendez-vous de Jackson Hole, qui a aussi, je dirais, enfoncé le clou sur le fait que les politiques de la Fed allaient rester accommodantes. Avec un horizon toujours indécis, mais bon, c'est vrai que cet été, on a un peu compté les galets sur la plage. Je trouve qu'à la rentrée, on a peut-être un peu le sentiment de chercher sous chaque galet d'où viendrait le prochain problème, le prochain facteur de baisse sur le marché. Il n'y a pas forcément de danger, je dirais, imminent, évident. Vous dites qu'il ne faut pas jouer à se faire peur. Oui, je pense qu'il ne faut pas jouer à se faire peur et je ne vois pas forcément de raison fondamentale d'avoir une grosse baisse ou un gros décrochage des marchés. Je le vois pas. Et comme on a une normalisation de l'épidémie, qui, je dirais, on ne parle plus aujourd'hui de risque de reconfinement partout où on est, bien qu'on voit que dans les pays émergents, les campagnes de vaccination marquent le pas et de façon très variable suivant les zones. On voit que le vaccin fonctionne quand même dans les pays développés, que l'économie est normalisée et a retrouvé un fonctionnement. On va avoir une normalisation aussi de cette reprise, mais on va rester en dérivée seconde sur des niveaux de croissance quand même assez significatifs, même pour l'Europe. Alors, il est vrai par contre que pour les gérants, je dirais... dans cette période-là, et face au mois qu'on a devant nous, il ne faut quand même pas acheter n'importe quoi. Parce que on voit aussi que dans la reprise, il y a une très grande disparité des performances des secteurs. La consommation, la construction, le luxe, le digital, enfin un certain nombre de thématiques qui avaient pu être plus ou moins protégées pendant le Covid, qui restent encore d'actualité, qui ont très bien rebondi et qui sont très bien reparties. Donc il y a une sélectivité qui, je pense, s'impose, et ce qui fait qu'on a aujourd'hui, je dirais... pas forcément ce discours d'opposition entre la value, la croissance, les différents styles, etc. Mais je crois que le mot d'ordre pour les mois à venir, c'est vraiment surveiller la communication de ces banques centrales parce qu'elle pourrait affecter la psychologie des marchés, mais ça pourrait être temporaire. Et les taux mécaniquement vont remonter, donc les marchés l'intègrent petit à petit. Et je dirais qu'on est dans une phase de digestion, mais je ne suis pas particulièrement inquiet ou je n'ai pas forcément de risque très présent actuellement en tête pour ces marchés. Mais vous dites les inflexions de dynamique de croissance conjuguées au début de signaux envoyés par les banques centrales. On sait quand même que c'est toujours des moments importants dans les marchés, ces inflexions. Vous dites on est encore loin d'un niveau de douleur pour les investisseurs important qui nécessiterait, je sais pas, de se mettre à l'abri, d'être risk-off, de sortir en partie du marché. Vous dites on n'est pas du tout encore, c'est pas l'état d'esprit de cette rentrée pour vous. Pour moi, non, on n'est pas dans cette situation-là. Et quand on voit même la remontée des taux que vous évoquiez tout à l'heure pour le taux allemand, notamment, tant que ça reste dans ces zones raisonnables, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de signal grave. D'autant plus que quand on écoute les économistes, on sait très bien que l'année prochaine, on aura moins de déficit. Donc, il y aura moins d'émissions sur les marchés. Qu'aujourd'hui, des entreprises probablement outre-Atlantique, mais en tout cas en Europe, c'est très certainement le cas. Donc, on aura aussi mécaniquement des effets un peu mécaniques qui vont venir et qui vont faire plutôt faciliter une légère remontée des taux. Et on sait aussi que ces taux devraient retourner vers des niveaux un peu plus normatifs par rapport à la croissance réelle.
défalquer de l'inflation. Donc l'ombre tableau, je pense que le facteur le plus important qu'il faut surveiller actuellement, c'est effectivement l'inflation. Mais aujourd'hui, on n'est pas inquiet sur le fait que ce soit temporaire, mais il faut que ce temporaire ne devienne pas non plus, ne persiste pas trop longtemps. Il faut qu'on voit cette inflexion arriver à un moment donné. Mais aujourd'hui, c'est encore peut-être un peu trop tôt. Bon. Qu'est-ce qui vous intéresse en cette rentrée, Eric, partant du cadre macro? Est-ce qu'on est à des points d'inflexion qui peuvent, à un moment, faire dérailler le bull market des marchés actions dans lequel on est toujours? Je dirais que jusqu'ici, tout va bien, en fait, parce qu'à chaque fois, on se dit, bon alors, le marché va rebaisser. Est-ce qu'il y a eu une crainte pour l'été? Enfin bon, il ne s'est rien passé. Encore que. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Première, effectivement, comme dit l'intervenant, les entreprises ont délivré ce qu'il fallait. On a été surpris quand même par le résultat, donc tout va bien. Et puis la crainte qu'on avait, c'était Jackson Hole. Enfin, est-ce qu'on allait avoir un changement de politique monétaire? Et c'est passé en douceur. Aujourd'hui, on sait globalement ce qui va se passer et on n'a pas peur. Jusqu'où mais pour l'instant, tout va bien. L'inflexion est bien digérée? Oui. L'inflexion. L'idée d'une inflexion, quand même. Non, je ne veux pas pinailler, mais c'est quand même le sens du voyage que nous montre la Fed aujourd'hui. Au niveau des taux, d'accord. Ah oui, pardon. Au niveau des injections de liquidités. Je comprends bien qu'on va continuer d'injecter, que le bilan va rester stable et qu'on va réinvestir pendant longtemps. Mais en fait, on achètera plus 120 milliards par mois, sans doute, en 2022. Mais tout le monde le sait depuis longtemps. Enfin, on est d'accord. Enfin, tout le monde le sait. On sait simplement qu'à un moment donné, ça devait s'arrêter et on craignait le moment où ça va s'arrêter. Bon, ça va bientôt s'arrêter. Et comme on s'habitue tellement à se dire que ça va s'arrêter, donc le jour où ça s'arrêtera, ça sera un non-événement, en fait. Aujourd'hui, le tour de force, c'est de nous expliquer que ça va bientôt, soit à la fin de l'année, soit au début de l'année prochaine, commencer à réduire le montant d'achat, mais on est encore très très loin de remonter les taux courts. Bon, c'est déjà plus clair pour tout le monde, ça ne l'était pas il y a 3 mois. Donc en fait, on est en train de s'accoutumer au fait que il faudra bien sortir un peu le prélèvement, enfin sortir des politiques exceptionnelles, d'urgence, pandémique. Mais ça montre aussi que la croissance est bien assurée. Et donc pour le marché, ça reste effectivement, vous dites, un non-événement à ce stade. L'événement, c'est que c'est pas un événement. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas perturbé personne. Ça vient de la méta-analyse. Non, mais bien sûr, mais c'est en fait. Voilà. Ça va se passer tranquillement. Et le problème, il n'était pas là. Le problème, il était. Et face à ça, vous dites qu'il y a suffisamment de croissance, même si on réduit un peu la voilure, là aussi, on voit quand même des révisions à la baisse sur la croissance américaine, par exemple, ce qu'on n'a pas vu depuis peut-être 1 an maintenant. On a des difficultés pour assumer une demande qui est forte du côté de l'offre. Il y a plein de problèmes du côté de l'offre, mais la dynamique est forte. Voilà, pour moi, c'est ça. Et de là découle plein de choses. C'est-à-dire découle des frottements sur les prix, donc de l'inflation un peu partout. De là, est-ce qu'on va pouvoir effectivement avoir les intrants pour fournir cette demande, c'est-à-dire les matières premières, c'est les puces électroniques, c'est l'offre d'emploi qui vont être finalement suffisante. Enfin, voilà, la demande d'emploi. C'est ça le problème. C'est pas, pour moi, le pilotage des taux. Et donc, pour l'instant, ça se passe relativement bien. Et donc, à chaque fois que vous avez une baisse pour moi, des intentions ou des enquêtes d'opinion sur la croissance, c'est simplement parce que les entrepreneurs n'ont pas pu fournir. On n'arrive pas à satisfaire. Voilà. Mais le grand changement, c'est ça. C'est qu'on est passé d'un monde de déflation à un monde où il y a une croissance et qu'il y a des frottements sur les prix. Et je vais le dire bientôt, un monde inflationniste, voilà, qui va arriver. Mais c'est ça pour l'instant. Non, mais comme on n'a plus l'habitude, voilà, on regarde ça avec des yeux nouveaux. Voilà. Xavier, votre bilan de l'été, qu'est-ce qui vous a intéressé? Je ne sais pas, dans les mouvements de marché, parce que les indices, effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose, mais il y a eu des rotations à nouveau. Un bon été, parce qu'au mois d'août, tout le monde est content de l'été. Le 7e mois de hausse consécutif sur les marchés, ce qui est quand même assez notable. Et ce qui est malgré un petit trou d'air au mois d'août. Malgré un petit trou d'air, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est la composition de cette hausse, parce que les marchés ont été plus hauts, mais quand vous regardez avec quoi ça s'est fait, c'est assez intéressant, c'est que ça s'est fait avec une rotation défensive
au sein de cette hausse. C'est-à-dire que vous avez la tech qui a été le meilleur secteur. Bon, là, vous avez un secteur finalement qui était très cyclique avec une visibilité à 3 mois et plus de pricing power, pas de pricing power. Maintenant, vous avez un secteur qui a de la visibilité au moins jusqu'à mi-2022, voire sur certaines boîtes qui disent que c'est déjà full jusqu'en 2023, qui ont du pricing power et qui ont une visibilité qui est très bonne. Et évidemment, c'est un secteur qui se retrouve au sein de toutes ces problématiques de contraintes de chaîne logistique qui est évidemment indispensable. Et quand on regarde ensuite les autres secteurs, on retrouve les télécoms, les utilities, la santé et les médias. Ce sont quand même des secteurs qui, par essence, sont des secteurs défensifs. Donc c'est intéressant quand même d'aller regarder ce qui a monté et ce qu'on retrouve du côté des baisses, c'est les secteurs beaucoup plus cycliques avec l'automobile, avec les basic resources, etc. Donc il faut voir un petit peu ce qui s'est passé, là où certains pouvaient avoir des craintes en disant on est à risque, le marché peut baisser. Il n'a pas baissé. Mais quand on regarde ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une approche un petit peu plus défensive de la part des investisseurs sur le marché. Qui s'explique comment, Xavier ? Eh bien, parce qu'on voit l'accumulation de petits risques qui arrivent, qui sont nouveaux. Après, je dirais, un rattrapage de croissance très fort, un redémarrage de cycle. Un élément très important, c'était dans la deuxième partie du premier semestre, le marché a monté avec la très forte révision des anticipations de bénéfices par action du consensus par rapport aux résultats des entreprises qui ont été excellents, comme ça a été évoqué au départ. Et pour cette deuxième partie de l'année, on va arriver sur des effets de base de croissance qui vont être difficiles. Ouais. Donc finalement, on va avoir cette normalisation de croissance qu'on a au niveau macroéconomique, on va le retrouver au niveau micro. À ça, où il faut rajouter quand même des contraintes très fortes, on l'a évoqué, sur la chaîne logistique, sur le prix des intrants, etc. Et le discours des sociétés qui était quand même très positif pour clore le premier semestre. Beaucoup de sociétés ont revu à la hausse leurs perspectives et leurs objectifs sur l'année. Maintenant, il va falloir voir comment est-ce que le consensus va anticiper ces nouvelles révisions de bénéfices par action. Et là, pour nous, on voit qu'il y a quand même un risque d'une hausse limitée. Et c'est clair que dans une première phase de rattrapage, finalement, vous suivez la croissance. Ensuite, c'est les résultats d'entreprise qui aident le marché à monter. Ouais. Maintenant, il va falloir voir où se situe finalement le fuel supplémentaire pour faire monter les marchés. Et concrètement, quel thème, quel secteur, quel type d'entreprise est-ce que vous avez envie d'avoir en portefeuille si on entre dans une phase un peu différente du cycle quand même. Je veux pas, il n'y a pas de catastrophisme dans ce que je dis, parce que je vois que vous êtes positif en cette rentrée, et restons positifs, évidemment, il n'y a pas lieu de s'alarmer, mais on entre dans une nouvelle phase. Eh bien, c'est là où on a un vrai retour sur la sélectivité des valeurs à avoir. Ouais. Autant sur la première partie de l'année, tout montait, il y avait des rattrapages très forts qui se sont faits sur des secteurs qui avaient été massacrés en termes de valorisation, où on ne pouvait pas justifier des niveaux de valorisation. Je pense bien sûr au secteur financier, notamment bancaire, qui avait atteint en novembre 2020 des niveaux de valorisation qui étaient injustifiables, et donc tout ça a rattrapé, le secteur de l'énergie, des mines. On était dans cette phase où finalement il y a une première phase où on rattrapait les exagérations, la deuxième phase qui a été emmenée par finalement une reprise et un redémarrage d'un cycle plus qu'une reprise, et ça a emmené les marchés hauts. Et aujourd'hui, il va falloir être beaucoup plus sélectif dans son approche, parce que tout ne va pas fonctionner. Et donc c'est là où, par rapport aux différents risques que l'on peut voir aujourd'hui sur les marchés émergents, en Chine, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais peut-être aussi un peu en Allemagne avec ce retour des risques politiques qui vont arriver, parce qu'on a un agenda politique assez important sur les 12 prochains mois, puisqu'il y a l'Allemagne, la France et évidemment le 20e congrès du Parti communiste chinois. Donc tout ça, c'est quand même pas mal de choses. On avait oublié ces craintes politiques qui avaient finalement pas mal animé le marché il y a quelques années. Donc il va falloir être très sélectif, il va falloir se concentrer, c'est là où on va retrouver finalement
les valeurs avec de la visibilité, des trends de croissance séculaire qui, je pense, vont continuer à être privilégiés parce que c'est du leadership, c'est des capacités à pouvoir augmenter ses prix pour répondre à ces contraintes inflationnistes, pour répondre à ces contraintes que vous avez sur la chaîne, sur la supply chain. Donc, c'est ces acteurs-là que je pense qu'il va falloir privilégier, évidemment, en restant dans des niveaux de valorisation raisonnables. Bon, en termes de gestion, effectivement, là, cette séquence normalisation de la croissance, on va appeler ça comme ça, qu'est-ce qu'elle implique en termes de décision de gestion? Est-ce qu'on se raccroche à des thèmes très visibles, qualité, défensif? Est-ce qu'on peut être encore un peu tilté cyclique néanmoins, Stéphane? Oui, on peut avoir des cycliques, des valeurs cycliques de qualité et qui ont de la croissance, mais je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit précédemment. Je pense que les 3 critères qu'il faut avoir sur le stock picking, sur la sélection de valeurs, tel que nous on le fait, puisqu'on se limite à une trentaine de valeurs sur l'Europe, c'est effectivement le pricing power, capacité à passer les hausses de prix, à protéger les marges, etc. On en a laissé peut-être un peu aux clients en début d'année, mais là, avec les hausses de certains intrants, on va retrouver, on va voir justement pour faire progresser les BPA, les entreprises qui sont capables de le transmettre à leurs clients. L'endettement est à surveiller. Moi, je pense qu'il faut avoir vraiment dans les années qui viennent des boîtes très peu endettées avec des endettements minimes. Et je ne parle pas du gearing par rapport à l'EBITDA, je parle par rapport aux fonds propres. On va la faire à l'ancienne. C'est comme ça qu'on va regarder les choses. C'est ceinture et bretelle, quoi. Oui, parce que si vous voulez des portefeuilles qui peuvent traverser des secousses qu'on peut avoir sur les marchés obligataires, sur les remontées de taux, sur les éléments de psychologie du marché, s'il faut factoriser ces risques, que là, vous aurez des portefeuilles qui se tiennent bien. Et puis, cette agilité des managements, on a vu que beaucoup d'entreprises étaient sorties renforcées après la crise du Covid parce qu'il y avait une agilité managériale à faire des acquisitions ou à transformer les business models, notamment via Internet. Je pense à L'Oréal, je pense aux acteurs du luxe, etc. Ce type d'exemple, on l'a vu également dans l'industrie. Donc il y a des valeurs industrielles qui sont proches dans les biens de consommation, dans les biens d'équipement industriels, et j'enlève le secteur auto et le secteur automotive où là pour moi il n'y a pas de visibilité, ça reste trop dangereux. Aujourd'hui les modèles ne sont pas installés, mais en dehors de ça, ces 3 critères-là fondamentaux, c'est des critères que nous on a mis en place dans la sélection de valeurs et qu'on a déjà regardé depuis le début de l'année. Et donc nos portefeuilles sont déjà calibrés, dans cette direction. Le pricing power, est-ce que vous trouvez des dossiers qui regagnent en pricing power en raison de la conjoncture complètement incroyable dans laquelle on vit? Il y a de la croissance, il y a de l'inflation. Non mais est-ce que le pricing power change de main? Alors, il y a les deux. En fait, je ne veux pas rentrer trop longtemps dans les stratégies génériques de Michael Porter, mais il avait décrit ça, et c'est ce qu'on utilise dans nos modèles. Vous avez les stratégies de conquête du marché par les volumes et par le contrôle des coûts à minima. Donc, c'est les stratégies de volume-coût, où là, plus vous vendez, et plus vous produisez, plus vous baissez vos prix de revient. Vous maintenez vos concurrents à distance, mais vous augmentez votre capacité de marge. Et puis, vous avez l'inverse, c'est les stratégies de différenciation. La différenciation, ça consiste à mettre plus de coûts dans un produit parce que le client est prêt à payer plus cher pour la valeur qu'il perçoit. C'est ce qu'on appelle les stratégies de différenciation. Et bien, ce sont exactement ces 2 stratégies qui occupent très majoritairement nos portefeuilles, d'après l'analyse qu'on a menée. Et on a vu dans les résultats déjà depuis le début de l'année que là, il y avait déjà un pricing power assez évident. Je vais vous donner quelques exemples. Michelin, par exemple. Vous voyez, même dans un marché en difficulté sur le secteur automobile, dans un marché en repli, il arrive à passer des hausses de prix. Et aujourd'hui, il a traversé la crise du Covid en tenant ses coûts, mais également en tenant complètement par les prix les différents marchés. Donc oui, ça s'analyse entreprise par entreprise, business model par business model. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que les éléments ESG, de RSE et notamment de gouvernance peuvent vous donner des indices en la matière. Donc c'est ce qui fait l'intérêt de l'ISR, vous le savez, je fais ça depuis 20 ans. De bonnes pratiques extra-financières se retrouvent dans la capacité de pricing power de l'entreprise. Oui, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser comme facteur, comme signal fort ou signal faible, dans certains cas, quand on va rejeter un dossier, pour évaluer la qualité du management et notamment le pricing power.
Eric, quelques commentaires, je sais pas, là, sur la stratégie de Non, marché du moment, la gestion, et ouais. puis la Chine, puisque Deux axes. D'abord, effectivement, quand on parle de qu'est-ce qu'on fait en termes de gestion, il faut privilégier effectivement les entreprises qui peuvent produire. Voilà, c'est-à-dire qui maîtrisent parfaitement, c'est-à-dire pas de problème d'approvisionnement, qui ont le personnel qui ont élaboré tout ça au départ et qui maintenant vont pouvoir délivrer. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, le marché, il est quand même aussi très comportemental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, hop, il prend un coup de chaud et boum, il vous balance -5, -6 sur un secteur qui n'a pas d'intérêt. Typiquement le luxe. Bon, alors, C'était -10, -15 sur le luxe. Oui, mais Oui. justement. Non, mais donc, parce que j'entends parler du luxe depuis tout à l'heure, mais je veux bien qu'on en dise un mot. oui, Oui. bah justement. Et bah qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une purge, et puis, acheté très vite. et puis voilà, on est reparti. On n'est pas revenu, hein. Pas encore. Non, mais Mais vous êtes confiant. bah non. Dès que ça va revenir. Ah bah on en a profité pour. C'est pas la fin de remettre l'histoire du luxe. Ah non, pas du tout. Boursière, hein, Pas du j'entends. tout. Boursière. Non, pas du tout. Oui, Non, mais je ne sais rien. Le parcours a été tellement exceptionnel qu'on peut à un moment s'interroger sur la capacité de ce secteur Non, et des parce que- locomotives du secteur. parce que c'est à toujours le même profiter environnement. du thème C'est chinois. toujours le même et, environnement en fait. C'est toujours le même environnement. Et de temps en temps, il y avait une news, effectivement, la D'accord. Chine qui change un peu les donnes. Ça se calme. Et puis après, le train repart quand vous sélectionnez l'entreprise. Donc, on a racheté du luxe et Ah ouais. puis on repart. Et donc, les portefeuilles, on a 20% de cash, justement pour saisir ces opportunités. Ah ouais. Vous avez vu ça sur Pernod Ricard, vous avez vu ça. Enfin, voilà. Petit tour sur le luxe quand même. Vous avez fait quoi sur le luxe, Xavier et puis Stéphane? Sur le luxe, on en a racheté un petit peu effectivement dans la baisse. Le point quand même sur le luxe qu'il faut pas oublier, c'est les effets de base dont je parlais. On a tellement accumulé de croissance ces derniers semestres qu'on va arriver là dans des effets de base qui vont être extrêmement difficiles. Alors chaque Ils sont trimestre, déjà au-delà des top lines et qu'ils affichaient en 2019, Bien sûr, l'année de bien sûr, référence bien sûr. d'avant-crise. Hein. Ils sont 10, 15, 20% dessus chaque déjà. trimestre, on se dit ça, puis ils arrivent à délivrer de façon assez incroyable. Mais je pense que ça, voilà, il y a typiquement des entreprises qui ont des leaderships incontestés, qui sont des machines incroyables, qui sont extrêmement bien gérées, et qui sont vraiment, qui n'ont pas de sujet de prix, qui n'ont pas su. D'ailleurs, ils sont plutôt en train d'augmenter les prix pour réduire, pour aligner tout le reste du monde par rapport aux prix chinois qui sont 20% plus élevés que dans le reste du monde. Donc il y a cet élément-là. Là où je suis tout à fait d'accord, c'est de privilégier des entreprises qui sont soit très en amont des systèmes de production, c'est-à-dire que c'est vraiment eux qui vont fabriquer des produits et puis ensuite ça va se transmettre dans la chaîne de valeur et ça va être transformé. Et je dirais que c'est au milieu de cette chaîne de valeur qu'on a le plus de risques parce que vous êtes dépendant de votre fournisseur à droite, de votre fournisseur à gauche et vous maîtrisez rien. Donc ça, c'est extrêmement important d'être très en amont de ces chaînes de production ou parfaitement intégré. Typiquement Airbus qui fait appel à énormément de suppliers, etc. Il demande à chaque fournisseur d'avoir des niveaux de stock importants qui pilotent en fonction de leur visibilité en termes de cadence de production. Chez Airbus, ils font absolument pas part de contraintes sur leur chaîne, par exemple. Donc il faut être très intégré. Ou alors être sur des activités de service qui sont absolument pas dépendants des intrants et typiquement des sociétés de services. On pourrait parler d'Edenred, que ce soit aussi le secteur du paiement avec des sociétés comme Nexi ou comme Worldline, mais encore Téléperformance. Vous n'avez aucun problème vous avez peut-être des sujets pour trouver chez Téléperformance des ordinateurs pour pouvoir connecter vos télétravailleurs. Mais donc voilà, c'est important d'être très sélectif dans la qualité des boîtes, dans leur leadership part de marché. Et la maîtrise qu'elles ont. Et je disais, la maîtrise, exactement. c'est très important. Bon, le luxe, il fallait en racheter un petit peu. Non, mais sur le luxe. Oui, sur le luxe. Alors, non, mais Stéphane et puis Eric. Vas-y, Stéphane. Non, mais heureusement qu'il y a ces petits ajustements tactiques qui sont autorisés par des mouvements de marché à un moment donné. Alors, pourquoi ça surréagit sur le luxe en plein mois d'août? Parce que le consommateur chinois, c'est aujourd'hui 30% des ventes. Maintenant, les mesures n'étaient pas annoncées, vous n'aviez pas les mesures détaillées. Et puis quand vous regardez un peu la structure, et on voit des commentaires de management de boîtes de luxe à la rentrée, depuis quelques jours, qui commencent à rassurer le marché, et qui disent, mais attendez, la tranche de la population qui achète des biens de luxe, c'est celle qui gagne plus de 35 000 $ en Chine. Ça, c'est la majorité. Les very high net worth individuals, c'est 10 à 15%.
Et cela, même si vous mettez des taxes supplémentaires. Si on tape les super riches, ça ne change rien ça ne change rien. au business des boîtes de luxe. Je pense que quand vous achetez un sac à $50,000 ou $60,000 ou $100,000, que vous ayez payé un peu plus d'impôts ou pas à côté, je ne crois pas que ça change l'équation. Donc, désolé pour la caricature, mais c'est un peu le schéma. Et donc, on peut avoir en dérivée seconde un petit effet, mais globalement, ça ne change pas l'environnement fondamental et ça ne change pas la trajectoire à long terme. Le thème classe moyenne chinoise qui s'enrichit et qui profite au secteur du luxe, c'est un thème qui reste valable. C'est un thème qui reste valable. Je pense que, je crois que vous vouliez qu'on parle de la Chine. Là, la transition qui est opérée actuellement, elle est pas nouvelle. Hein, elle est opérée depuis le début des années 2010, 2010-2012. Et elle est opérée parce qu'on veut changer vers un modèle où il y a plus de demande intérieure. Ce modèle de demande intérieure, il est facilité par l'augmentation et permis par l'augmentation du niveau de vie des Chinois. Et qu'est-ce qu'ils consomment après les biens ? C'est la fameuse pyramide de Pavlov. Maslow, pardon. Oui. Et on arrive très vite, oui, c'est le réflexe de Pavlov. Et on arrive très vite vers les biens de luxe et les biens d'équipement. Donc, on est exactement dans ce schéma-là. Alors maintenant... La différence avec le gouvernement chinois, c'est que le gouvernement chinois est en train de dire, avec l'influence qu'ont pris des géants du numérique, dans différents domaines, les jeux vidéo, les VTC, la gestion des données personnelles, il est en train de réduire leur influence, chose que n'ont pas fait certains pays occidentaux. C'est le choix des autorités chinoises. Mais donc il peut y avoir une petite perturbation à court terme, mais je ne pense pas que ça change fondamentalement à long terme le réservoir de croissance et le potentiel qu'on peut avoir sur ces secteurs. Alors, par contre, ce qui a changé, c'est que le luxe puisse perdre 15% dans la semaine. Alors, vous avez tout à fait raison. Donc, en fait, moi, par réflexe, j'en ai remis. Mais contrairement par nature. Oui, bien sûr. Non, mais ça me réussit, donc tant mieux. Enfin, bien sûr, des fois, ça ne réussit pas tous les coups. Bon. Mais par contre, je me garde bien de tomber amoureux de mes valeurs. Donc la leçon, c'est que parce que avant l'été, on voyait prendre tous les jours 1,5%, ça montait. Mais comment ça peut... Et puis d'un seul coup, boum, vous avez une nouvelle. Bon, d'accord, c'est une nouvelle qui peut être importante, mais bon, ça justifie pas que le luxe perde. Moi, 15% comme ça en ligne droite. Hein. Donc, il y a eu un peu de panique quand même. Il y a un point de valorisation quand même qui permettait de justifier 10 à 15%. Vous l'avez dit, c'est un secteur. Vous regardez la valorisation. C'est celle qui a le moins baissé, Hermès. Hermès, c'est la plus défensive. Oui, c'est la plus chère. Oui, on est quand même passé de 150 à 1200 quand même. Quelques jours. Mais il y avait aussi un aspect valorisation globalement dans le marché, parce que je parlais tout à l'heure de la rotation un peu défensive qu'il y a eu dans le marché au mois d'août. Il y a quand même eu un sujet sur les valorisations avec des secteurs qui étaient très bien valorisés qui ont plutôt baissé. Donc c'était un élément juste pour se dire ok, on prend des profits, etc. Vous avez évoqué le fait que vous avez 20% de cash aussi dans vos portefeuilles. Nous aussi, on a fait ce changement-là pour avoir 15 à 20% de cash dans nos fonds pour pouvoir saisir des opportunités, mais aussi pour pouvoir se dire voilà, il y a des niveaux de valorisation sur certains titres qui ont très bien fait. Soyons raisonnables, tout ce qui est pris n'est plus à prendre et donc ça nous permettra d'être un peu opportunistes dans les... Finissez Eric. Bon, enfin, mais c'est la discussion. Moi, je n'achetais pas par rapport à la valorisation, je disais simplement, quand ça baisse comme ça, c'est qu'il y a quand même quelque part... Ça va mettre du temps à revenir à long fleuve tranquille. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai encore 3-4% de hausse, j'allégerai pour la première fois. Pour la première fois. Parce que... c'est une opportunité tactique, mais vous n'êtes pas encore convaincu que le train du luxe... Pour que le luxe perde 15%, il y a du fondamental derrière. Xavier et puis Stéphane. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que sur l'aspect chinois, on ne maîtrise absolument rien. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, moi, je ne serais pas aussi positif que vous pouvez l'être en disant... il y a un potentiel de croissance qui est inaltérable et puis qui va continuer. Ça me paraît, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. Moi, comment est-ce que j'analyse ce qui est en train de se passer, les décisions qui sont en train d'être prises par le Parti communiste chinois, c'est quand même de rappeler l'autorité unique du Parti communiste chinois sur l'économie et en particulier sur l'économie privée. Et ça, il faut quand même se méfier quand vous voyez qu'ils arrivent à nationaliser un secteur, on parle de l'éducation, enfin des cours payants, etc.,
en l'espace d'une nuit. Oui. Voilà, il faut être un petit peu prudent. C'est fondamental. Et donc, c'est pour ça que nous, on a quand même pas mal levé le pied sur nos expositions, sur nos valeurs qui sont exposées à la Chine pour ce genre de choses. On n'a pas non plus, on n'a pas repondéré plus que de raison le secteur du luxe pour ces raisons-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé d'un peu des risques qui s'accumulaient. Le peu de visibilité qu'on a sur le marché chinois en est il y a un reset chinois en cours, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, etc. Je vais faire la synthèse avec ce qui vient d'être dit et un autre point que vous avez évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait dans ces périodes-là ? C'est vrai que le contexte actuel de marché, son environnement et l'environnement de taux fait qu'on a quand même une belle expansion des multiples sur les secteurs à forte visibilité, récurrence, etc. Et donc on voit bien qu'on a on a une gestion fondamentale, un stock picking de fonds de portefeuille, et puis on a depuis quelques mois un volet tactique qui s'est installé sur ces multiples, où chacun va identifier un petit peu ses bornes d'allègement, de prise de bénéfices et la rotation qu'on voit. On a une gestion dynamique de ces positions, évidemment. Alors sans tomber dans une rotation et faire exploser la rotation du portefeuille, parce qu'on est long terme en ce qui nous concerne, mais ces phénomènes-là, et c'est vrai que quand ça se produit, c'est un petit peu violent et d'un seul coup, et c'est très rapide. Et c'est racheté généralement rapidement en quelques semaines. Sur la Chine, Eric, vous n'êtes pas allé au bout, au-delà du luxe. Est-ce que cette reprogrammation sur reset, on pouvait l'imaginer, c'était peut-être prévisible. C'est quand même brutal, violent, comme l'a rappelé Xavier, en 24 heures, on peut changer toute la donne économique pour un secteur entier d'activité. Bon, qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur global ? En tout cas, c'est fondamental, absolu. C'est la prise en main de politique sur l'économique. Voilà. Et si on veut bien prolonger... À un niveau qu'on n'avait pas imaginé. Ah oui. Alors, non, mais je suis d'accord avec vous. Donc, mais désolé, mais je me souviens d'une conversation lorsqu'il y avait Trump et Xi Jinping disait, mais... venez chez moi parce que c'est encore du laisser-faire chez moi. Moi, je suis business friendly. Ouais, d'accord. Waouh, je ne pensais pas qu'on arrivait à ce stade-là à contrôler les heures de jeu. Pour moi, c'est même fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, au départ, c'était l'économique en priorité. Maintenant, c'est le politique. Voilà. Et l'économique se pliera au politique. Ouais. Et donc, comme je n'ai pas une vue grandiose de ce que va faire le politique, je sors de l'économique. Bon, résumé, là, donc j'étais déjà pas trop Asie, alors là, j'y touche plus du tout. Point barre, pour répondre à la question. Mais c'est plus loin que ça, parce qu'il va se passer la même chose. Pour moi, la Chine, c'est ce qu'il faut faire sur les mois, les semaines, les années qui viennent. Et je me souviens, en début d'année, vous aviez un ralentissement en Chine. Vous aviez un ralentissement, vous disiez, mais... est-ce que ce qui va les... Non, on se disait, ils avaient fixé 6% de croissance, c'était l'objectif officiel, et moi je me souviens très bien de la réflexion de début d'année, c'était de dire, mais pourquoi est-ce qu'ils se fixent un objectif aussi conservateur ? Ils ont déjà un acquis de croissance pour 2021 de 6%. Et on disait, mais est-ce que c'est pas ce qui va se passer après avec les économies occidentales lorsqu'elles auront vaincu la période sanitaire. Après les pics, la normalisation, et la Chine nous montre le chemin. Oui, bien sûr, complètement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, vous avez la primauté du politique. Mais quand Biden propose son plan social aujourd'hui de 3 500 milliards, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Il fait simplement la même chose avec les moyens qu'il a en démocratie. C'est-à-dire que pour la première fois, on va mettre sur la table 3500, son projet pour je vais pas y arriver, des congés paternels, des congés. Non, mais il reprogramme aussi la société américaine, mais il le fait dans un cadre législatif qui permet à l'investisseur de se projeter, etc. Parce que vous êtes aux États-Unis. Ouais. Mais même, si je vous avais dit ça il y a 6 mois, vous m'auriez dit, mais la même chose, c'est pas possible, j'imagine ça. Donc, chacun sa méthode, mais vous mettez les deux situations sur le même plan. Je ne compare pas les méthodes, bien sûr. Non, bien sûr, mais je pense qu'il y a un retour du politique, et de toute façon, ça tombe bien, parce que l'économique allait dans le mur, parce qu'on avait trop lâché le politique par rapport à l'économique. Pour moi, la très très bonne nouvelle, c'est le retour. Je parle pas les Chinois disent, alors en anglais, ça redevient people-centered, alors qu'on était capital-centered pendant très longtemps.
C'est encore mieux dit. Hein. Non, mais C'est certainement pour mais Biden aurait pu dire ça. C'est certainement pour répondre aussi à une grogne un peu sociale qu'il y avait. Parce que quand on voit les prix de l'immobilier aujourd'hui, toute la spéculation qu'il y a, donc on avait évoqué la limitation à 3 heures par semaine des jeux vidéo. Ça, c'est sans doute des mesures sociales assez importantes pour les parents, etc. Donc il y a pas mal de choses, mais moi, ce que je vois, c'est que finalement, c'est les prémices du 20e congrès du parti qui aura lieu en novembre ou à l'automne l'année prochaine. On commence à tirer des traits pour dire voilà où est-ce qu'on Oui, mais on a les mêmes soucis en Europe et aux États-Unis. Hein. Le prix de l'immobilier est explosif. Vous avez des différences de revenus pareilles. Enfin, je veux dire, faut pas croire que. Non, mais d'où l'importance de ce qui se passe en Chine. Oui, voilà. Ouais. La gestion n'est pas la même et la vitesse, non, mais on est d'accord. Je dis pas qu'il faut imiter la Chine. Hein, pas du tout. Mais c'est un autre modèle. C'est pas hasard si on a un retour de ce politique. Quelques petites questions parce que ça m'intéressait quand même. L'été a marqué le grand retour des small caps. En tout cas, ça a consacré le retour gagnant des small caps. Est-ce que c'est vrai, Xavier? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on disait. Je pense que depuis l'annonce des premiers vaccins, des premiers succès de vaccins en novembre, on a eu un rattrapage généralisé. Et évidemment, ce rattrapage s'est transformé en démarrage de cycle. Et typiquement, les small caps, c'est vraiment quand vous voulez reprendre du risque et quand vous voulez vous réexposer au cycle, c'est évidemment les acteurs qui sont les plus proches finalement de ce cycle. Et donc ça a été il y a eu clairement un rattrapage sur ce segment de la cote qui était tout à fait justifié et qui a été justifié par les très bonnes publications qu'on a eues sur ce segment-là tout au long de ce début d'année. Et donc on est reparti dans le schéma habituel où les small caps surperforment les large caps de manière structurelle avec de la sélectivité, parce que je rejoins à notre débat de tout à l'heure sur les problématiques de hausse du prix des matières, sur les problématiques du sourcing, etc. Évidemment, quand vous n'êtes pas un groupe multinational diversifié qui permet de jouer un peu entre ces différentes zones pour assurer sa croissance, pour des small caps, c'est plus compliqué. Donc là, encore une fois, il faut être très sélectif, soit très en amont, soit des acteurs très intégrés ou qui sont vraiment qui ont une valeur ajoutée incroyable qui leur permet de pouvoir passer leur hausse de prix comme il faut. Donc oui, c'est évidemment un vecteur de performance qui va continuer de création de valeur, mais il faut rester extrêmement sélectif. Bon. Pour conclure, je ne sais pas, il nous reste 2 minutes sur les enjeux de la rentrée. Il y a un enjeu qu'on n'a pas encore évoqué, mais bon, en 2 minutes, c'est un peu compliqué. Les élections en Allemagne, est-ce que c'est, j'allais dire comme d'habitude, du politique qui aura finalement peu d'impact sur les marchés, ou est-ce que cette fois, c'est un vrai sujet? Eric et puis Stéphane. Il y avait une crainte, parce que je l'ai évoqué en début d'année en disant que c'était important. Et en fait, finalement, c'est comme le Jackson Hole. Ça va être un non-event. Pourquoi? Parce que les 3 formations de politique ne remettront pas en cause ce qui a été fait au niveau européen, c'est-à-dire les eurobonds, même si on n'a pas le droit de le dire, mais c'est comme ça. Parce que on n'aura plus cette époque d'austérité, parce que c'était... Il n'y a pas de surprise particulière. Il n'y aura pas de surprise. Attendre de ce point de vue-là. C'est les Verts qui vont faire la différence. C'est-à-dire que si plus il y aura de poids des Verts dans la coalition, plus l'Allemagne sera prête à dépenser davantage en termes d'infrastructure. Donc encore plus. Mais bon, ça reste à la marge pour vous. Ça reste à la marge. Là-dessus. Non, je nuancerais ça peut-être par... je pense que la relation bilatérale entre la France et l'Allemagne, il n'y aura pas de sujet. Je pense que le résultat de l'élection fera qu'on sera peut-être un peu plus à gauche, effectivement, à l'issue des élections en Allemagne qu'aujourd'hui. Pour la construction européenne, je pense que ça ne changera pas, mais il y a des défis quand même intérieurs pour l'Allemagne assez importants pour le futur gouvernement. Parce que regardez l'impact, on va parler de changement climatique. L'Allemagne est quand même a des gros défis énergétiques devant elle, puisqu'elle a arrêté le nucléaire. C'est quand même l'économie qui produit le plus de CO2 aujourd'hui, qui est dépendante d'autres pays externes, notamment la Russie, pour le gaz. Et il y a un vrai sujet sur les utilities. Le résultat de l'élection va conditionner pas mal le destin et le cours de bourse de certaines utilities. Je pense qu'E.ON et RWE, en fonction du chancelier qui sera élu, n'ont pas tout à fait le même parcours. Ça tombe, Il y a aussi du retard qui a été pris dans la numérisation. Quand on voit le Mittelstand allemand et les retards qui ont été pris dans la numérisation et la digitalisation de certains acteurs industriels, là, il y a tout un travail à faire. Et puis,
on a parlé du défi énergétique du côté des émissions, mais il y a aussi du côté des prix. Et la transition du modèle aussi allemand autour de la voiture me paraît un sujet complexe qu'ils vont devoir regarder de très très près. Parce que si à 2030, il n'y a plus que des véhicules électriques qui sont vendus, il y a une transformation complète de l'industrie, de la chaîne de la valeur. Bon, ce sera le gros rendez-vous politique dans un peu plus de 2 semaines avec ces élections générales en Allemagne. On n'aura peut-être pas le résultat définitif dès le lendemain des élections. Ça peut prendre un peu de temps, la formation des coalitions en Allemagne. Et ce sera donc le sujet de cette fin de mois de septembre. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Les invités de Planète Marché ce soir, Stéphane Prévost, la financière responsable, Xavier de Buren, Innocap Gestion et Éric Venet, Montbleu Finance.